Bonjour à tous, aujourd'hui nous n'allons pas voir Nemesis pour le jeu pour lequel vous avez une vidéo sur la chaîne, donc je vous laisse vous y référer. Je ne vous réexpliquerai pas les règles, mais nous allons voir les extensions que Funforge nous amène en français, c'est-à-dire les semeurs de vide. Alors les semeurs de vide sont des nouveaux intrus que nous allons devoir combattre, c'est très sympa parce que ça nous change vraiment la manière de jouer, et on reste toujours dans ce thème très présent d'un film d'Alien dans lequel nous sommes les acteurs, mais nous avons aussi les carnomorphes, donc d'autres intrus encore, donc on a deux types d'intrus différents maintenant, plus celui de la jeu de base qui fait 3 types d'intrus. Il y a aussi les Kings. Alors les Kings, c'est une extension cosmétique, c'est-à-dire qu'elle est là pour remplacer certaines figurines des 3 types d'intrus par de nouvelles, simplement, pour changer un petit peu les choses, que ça soit un petit peu plus joli et un petit peu différent, mais c'est cosmétique, pour ceux qui veulent, ils peuvent, c'est pas indispensable au jeu. Ensuite, nous avons l'expansion des terrains. Alors ça, c'est simple, dedans, vous avez des vraies portes en figurines, enfin en plastique, des œufs, des cadavres de personnages, donc nous avons ici de quoi rendre le jeu plus joli, plus immersif. Alors évidemment, dans ce genre de jeu, le rendre plus immersif, c'est quand même très bien, parce que c'est la base du plaisir ludique, mais évidemment, ce n'est pas indispensable non plus, tout comme les Kings, c'est juste pour rajouter encore au jeu. Et enfin, on a les Space Cats. Alors les Space Cats, c'est complètement inutile, c'est-à-dire que c'est que pour les collectionneurs, donc ce sont des figurines, comme vous allez le voir, de chats, qui n'ont aucun... enfin, qui ne sont pas joués, qui ne rentrent pas dans le jeu, donc c'est vraiment pour les collectionneurs. Alors, il y a juste dans les carnomorphes un petit texte thématique qui raconte une petite histoire avec ces Space Cats, mais ça sera tout. Voilà, nous allons voir tout ça donc aujourd'hui pour Nemesis, un jeu donc pas du tout expert, pas du tout Eurogame comme les jeux que je préfère, mais j'avoue en trouver de moins en moins qui méritent d'être sous la caméra, mais dès que j'ai vraiment du plaisir ludique dans un jeu, je vous le présente, afin que vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Alors rapidement, les Space Cats, je vous les montre quand même si encore une fois, ils n'ont pas vraiment d'utilité en jeu, ce sont des figurines, donc si les figurines vous plaisent, si vous êtes collectionneur, vous allez pouvoir collectionner ces figurines de chats que vous voyez, là que je vous montre un petit peu rapidement, certaines sympas comme celui-là qui est bien mignon, et puis d'autres qui sont un peu moins mignons, hein, on va dire, voilà, qui sont des figurines de chats un peu agressifs, toutes griffes dehors, et puis vous en avez encore 2 autres, si je le range à l'endroit c'est mieux, hop, je vous le montre assez vite, hein, hop, comme vous pouvez voir, il y a même du chat joueur, hein, et voilà, donc ça ce sont les Space Cats. Alors il y a même des jolies petites cartes avec les dessins dessus. Est-ce qu'un jour, ils nous feront une extension qui feront jouer les Space Cats? Sait-on jamais. Mais bon, je pense que c'est un clin d'œil aussi au chat de Sigourney Weaver dans Alien. En tout cas, ça c'était les Space Cats, je vous le montre très vite. Nemesis Kings, donc ça, je vous ai dit, ce sont des figurines de façon à remplacer les boss des 3 types d'intrus, hein, de base, carnomorphes et semeurs de vide. Alors bon, vous voyez, hein, tout de suite ça dépote quoi, hein. Hop, voilà, donc si vous avez envie de changer un peu, si celle-là vous plaise, si vous êtes bien amateur de figurines, vous avez un petit peu tout ce que vous voulez. Alors celle-là par exemple, ça sera avec les semeurs de vide, parce qu'en fait c'est en fonction de l'allure qu'ils ont, vous allez vite voir lesquels vont où, hein, ça c'est assez évident. Hop, et puis vous voyez là j'en ai 3, voilà, que je vous montre comme ça. Ça, pour moi, c'est un carnomorphe, vu l'allure que ça a, cette histoire-là. Hop. Voilà. Tac, et ça, c'est pour remplacer la reine du jeu de base, encore une fois. Hop, alors pourquoi il y en a 3, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont différents? J'en sais rien. J'ai pas regardé, je dois vous avouer. Non, ils sont pareils. Hop. Tac. Et encore une fois, ça c'est pour la figurine alternative du boss de semeur de vide. Ça, donc, ce sont les Kings. Alors, l'extension terrain, ça c'est, moi j'aime bien quand même, ça amène quelque chose de sympa dans le jeu, de plus immersif. Alors c'est pas obligatoire, mais vous voyez, en fait, on a des portes qui maintenant, au lieu d'être des portes en carton, sont des chouettes portes. Alors si en plus vous savez peindre, ce qui est absolument pas mon cas, je sais pousser les cubes, c'était un chat, c'est pas grave. Je sais pousser les cubes, mais je sais pas peindre. Ça c'est quand même bien sympa, ces portes, comme vous pouvez les voir là. Et il y en a évidemment suffisamment pour toutes les portes du jeu, hein. Donc c'est pour ça que
vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que j'ai un petit peu de mal à ranger. Ici, ce sont en fait les navettes. Hein, donc il y en a 4, hein, évidemment, si on joue à 4, on a besoin de 4 navettes, avec leur face fermée, c'est-à-dire pas utilisable, et puis leur face, tac, utilisable, avec 2 emplacements pour 2 figurines. Voilà, ça remplace les jetons carton de navettes. C'est quand même plus sympa, ça, il n'y a pas à dire. Mais attention avec cette boîte d'expansion terrain, il faut soulever ça, et c'est indiqué nulle part, hein. Donc, et oh, encore des figurines, et d'ailleurs qui se baladent. Alors oui, là il y en a même une qui a perdu son socle. Alors comment ça se fait que j'en ai cassé une comme ça, ce qui m'ennuie un peu, puis surtout je vois pas le socle, ce qui m'ennuie encore plus, s'il est là-bas, c'est que le thermoformage est vraiment aux petits oignons, c'est-à-dire qu'en fait on les coince vraiment bien, donc quand vous l'enlevez, vous risquez de, comme c'est m'est arrivé, de faire sauter le socle. Alors soyez, faites attention, vous voyez c'est cassé, alors c'est pas très grave, je vais le recoller, c'est juste cassé à la base, donc je vais pouvoir le recoller, mais bon, faites attention quand vous les sortez. Donc ça, ce sont les œufs. Hop, vous voyez, donc c'est quand même beaucoup plus sympa que les petits jetons carton, hein, ça fait vraiment bien alien. Donc des œufs, il y en a 8 parce que dans les carnomorphes il faut en mettre 8, hein, et pas 5. Et puis vous avez plein de cadavres, plein de cadavres de personnages. Hein, voilà, donc ça c'est, vous voyez, une jeune femme qui a mal vécu sa sortie d'hibernation, elle a fait une mauvaise rencontre, mais vous en avez d'autres, hein. Il n'y a pas que celle-là, bien sûr, je suis en train de vous les sortir pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous avez un autre cadavre, donc c'est quand même beaucoup plus sympa que juste les petits cartons. Alors les cadavres d'intrus, eux, par contre, il faut comprendre que ça reste des petits cartons, hein. Il n'y a pas de figurine de cadavres d'intrus. Hop, tac. Voilà, pour ces figurines-là, alors encore une fois, ça c'est des figurines qui sont pas obligatoires, hein, mais moi j'aime bien, franchement, surtout les portes en fait, j'aime bien rajouter ces figurines au jeu. Ça amène quand même encore plus d'immersion, et comme je vous l'ai déjà dit, ce jeu, l'immersion est quand même fondamentale. Bon, maintenant on va attaquer le gros, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 extensions qui nous amènent des ennemis différents et change complètement l'expérience de jeu. Vous allez pouvoir jouer de 3 manières vraiment différentes en fonction des ennemis que vous aurez envie de rencontrer dans cette partie, dans la partie que vous allez faire, entre la base, les carnomorphes et les sémeurs de vide. Alors, commençons par les carnomorphes. En théorie, ceux-là sont plus difficiles à jouer que les intrus du jeu de base et demandent un peu plus de coopération entre joueurs. Alors, le jeu n'est pas coopératif, donc à un moment, il faudra trahir vos petits copains, mais peut-être que vous les trahirez un peu plus tard, et peut-être que vous aurez quand même un petit moment où vous jouerez ensemble. Alors, dans la partie que j'ai testée des carnomorphes, on n'a pas fait ça, mais on a tous perdu, donc peut-être qu'on aurait un peu dû. En tout cas, voilà, alors la boîte des carnomorphes, vous avez un plateau carnomorphe, donc qui remplace le plateau intrus. On a des différences, bien évidemment. Évidemment, on a de nouvelles figurines. Alors, on a des petites figurines, hein, que vous voyez ici. Alors, tout est indiqué là, comme d'habitude. Donc ça, ce sont les faucheurs, hein, qui correspondent aux rôdeurs dans la boîte de base. Donc ça, alors, il y en a 2 formes. Il y a ces petits-là. Et puis, vous avez, hop, là, c'est 2 fois la même forme. Tac, ça y est, je vais en attraper un autre. Voilà, ce petit-là. Ça, ce sont les faucheurs. Vous allez voir, il y a des mécaniques quand même bien sympas. Après, vous avez au-dessus les corcheurs. Donc voilà, donc ça, c'est le niveau juste supérieur pour les ennemis. Et enfin, vous en avez 2 autres. Donc vous avez l'équivalent de l'hybride qui est l'abomination, hein, qui est comme ceci. Voilà, bien abominable, comme il se doit. Donc ça, c'est l'abomination. Et le gros boss, hein, l'équivalent de la reine, c'est le boucher, alors qui est ici. Alors le boucher, vous verrez, a quelques particularités. Alors notamment, je vous le dis tout de suite, le boucher ne va pas dans les conduits. Vous vous souvenez, les conduits, hein, lui, il n'y va pas. Donc si à un moment vous tirez une carte, vous devez bouger le boucher qui doit partir dans un conduit, il n'y va pas, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa, comme ça il garde ses blessures. Voilà, ça c'est les nouvelles figurines, mais en fait on a pas mal de nouvelles cartes aussi qui viennent avec. Tout d'abord, vous avez les adaptations carnomorphes. Alors vous allez voir ce que c'est. Si vous vous souvenez, dans le jeu de base, on a les faiblesses, donc ce sont des choses qu'on va essayer de découvrir en cours de jeu en ramenant cadavre d'intrus, un œuf ou cadavre de personnage au laboratoire pour essayer de trouver une faiblesse. Et normalement les faiblesses sont indiquées ici, en fonction de ce qu'on ramène, hop, ça sera plus facile de tataner les intrus. Là, c'est complètement l'inverse, vous allez voir. En fait, ces personnages-là ont des bonus de fonctionnement, et quand on va au laboratoire, on enlève leurs bonus. Donc en gros, ils sont plus forts, on les fait redevenir normaux. Dans le jeu de base, ils sont normaux, et on les fait devenir plus faibles. Donc déjà, c'est un peu plus difficile. Donc après, sur les cartes, vous allez voir, il y en a pas mal. Alors, des aides de jeu nouvelles, parce que vous verrez que la dynamique du jeu change.
Attaque de carnomorphe, parce que les attaques d'intrus, c'est spécifique aux carnomorphes, donc n'utiliserez pas les cartes attaques d'intrus que vous avez dans la boîte de base. Les événements, pareil, sont spécifiques à ce jeu. Vous n'aurez pas les événements de la boîte de base, vous vous doutez bien, les événements vont changer. Là, il y en a évidemment pas mal. Et puis, vous avez les cartes mutation de personnages. Et oui, ça, c'est une nouvelle mécanique aussi qu'on va voir dans un instant, que je vais vous expliquer, qui est bien sympa. Alors, les carnomorphes, on a une différence de base, c'est que ce sont des bestioles qui évoluent génétiquement. Alors, en plus, c'est pas pour rien que vous avez des cartes mutation personnages. En gros, c'est une espèce de gros virus qui nous modifie nous-mêmes, et on va avoir des cartes mutation, et qui se modifient entre elles, et même qui se bouffent entre elles. Donc, en fait, on va commencer le jeu généralement qu'avec des petites, là, comme ça. Et en fait, au fur et à mesure où la partie va avancer, tout doucement, ces petites vont se faire remplacer par des plus grosses, qui pourront potentiellement se faire remplacer par des plus grosses, et à nouveau par des plus grosses. En fait, quand la partie avance, je vous le répète, ça va faire une espèce d'évolution comme ça. C'est sympa au niveau thématique. On a une évolution. On n'a pas tous les jetons dans le sac, vous vous souvenez, dans lequel on pioche quand on fait des rencontres et qu'on sort des bestioles. Au début, on n'aura que ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, puisqu'au début, on a un jeton vierge, vous savez, c'est un jeton un petit peu particulier, puis 2 faucheurs bleus, 2 faucheurs rouges. Alors les faucheurs, je vous le rappelle, ça correspond aux rôdeurs, c'est-à-dire les plus petites bestioles. En fait, il y en a des rouges et des bleus maintenant, comme vous pouvez voir, bleu et rouge. En fait, quand on commence la partie, il y a juste 2 rouges, 2 bleus. Donc, alors, je vous ai mis la larve, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas de larve dans Carnomorph. Il n'y a pas de larve. Donc, encore une fois, on a 2 rouges, 2 bleus. Voilà, et puis le jeton vierge. Donc on peut sortir que ces petites bestioles-là au début. On peut pas sortir les grosses, c'est pas possible. Mais en fait, comme je vous dis, celles-ci vont évoluer en plus grosses. Donc c'est toute la mécanique un peu particulière des carnomorphes. Donc je viens de vous dire qu'on n'a plus de larves, vous savez, ça pouvait nous faire mourir quand on scannait une carte mutation qu'on avait déjà une larve. Mais maintenant, on va utiliser les jetons génériques qui servent aussi pour les munitions comme marqueurs de mutation. Et oui, on va pouvoir, donc je vous l'ai dit, muter. Alors ces marqueurs de mutation, il faut comprendre une chose, on peut en avoir chacun sur son plateau 3 maximum. Donc on peut s'en prendre 3 dans la partie maxi, si vous en prenez un 4e, vous êtes mort. Donc vous dégagez, on met une figurine de personnage mort, et puis on vous met évidemment une saloperie à la place. En tout cas, ça, on ne peut pas en avoir plus de 3. Et on ne peut pas s'en débarrasser pendant toute la partie. C'est-à-dire celles que vous avez là, vous allez les garder pendant toute la partie. Donc à vous de bien gérer. Mais on a aussi les cartes mutation, je vous ai dit. Une chose importante à comprendre, vous allez voir comment ça marche, mais vous ne pouvez pas choper un cube mutation, donc ils sont un peu des vacheries, il faut essayer de ne pas les collectionner, tant que vous n'avez pas de carte mutation. Donc vous gagnerez en premier une carte mutation, vous allez voir ce que ça vous apporte. Et ensuite, dans la partie, maintenant que vous avez votre carte mutation, vous allez pouvoir, selon ce que vous faites, selon ce qui vous arrive, choper des cubes mutation qui, eux, sont limités à 3, sinon vous mourrez. Et vous verrez en fin de partie, si vous en avez trop et que vous avez des cartes contamination, vous risquez de mourir aussi. Non, comme je vous le disais, au début, on n'a que ces petites bestioles qui peuvent nous attaquer. Alors là, déjà, une particularité, ces petites bestioles, il va falloir qu'elles se changent en plus grosses bestioles. Si vous vous faites attaquer par une de ces bestioles, soit en attaque surprise, lorsque vous faites trop de bruit, ou que ce soit lors de la phase événement, lorsque vous êtes dans la même salle qu'une de ces bestioles et qu'elle vous attaque. Première chose, celle-là, vous la virez du plateau. Et oui, la bestiole, elle vous attaque en one-shot, mais après, elle vire du plateau. Mais par contre, vous allez mettre un jeton écorcheur, donc vous voyez le jeton un peu plus puissant, dans le sac. Donc dans le sac, au début, vous aviez que des petits jetons pour eux. Déjà, si une de ces bestioles vous attaque, vous avez viré un de ces jetons qui fait sortir un faucheur, une petite bestiole, et vous l'avez remplacé par un jeton qui fait sortir un écorcheur. Thématiquement, elle vous a attaqué, elle forme un blob dans un coin, et il y a une possibilité qu'à une prochaine rencontre, elle sorte sous forme d'un écorcheur, donc d'un niveau supérieur. Donc première chose, quand ça vous attaque, vous le virez du plateau et vous mettez dans le sac un jeton écorcheur pour qu'il puisse sortir le prochain coup. Autre chose, vous prenez une blessure légère, oui quand même, donc ça venait, 2 blessures légères donnent une blessure grave, 3 blessures graves, la 4e blessure vous êtes mort. Donc là vous prenez une blessure légère. Ensuite, vous prenez bien évidemment une carte contamination, vous vous souvenez, ces cartes qui vous pourrissent votre main et qui vont pouvoir éventuellement vous faire perdre d'ailleurs en fin de partie, et vous prenez une carte mutation. Alors quand on prend une carte mutation, en fait on prend 2 cartes mutation, on les regarde et on en choisit une. Alors les cartes mutation en fait c'est pas si mal, regardez, alors vous verrez pourquoi il est marqué infecté non infecté, mais vous voyez là par exemple c'est un pouvoir, vous pouvez vous déplacer dans les conduits, ne résolvez pas de jet de bruit après ce déplacement. Bon, en version non infectée, vous pouvez vous déplacer dans les conduits, sans s'aiguiser, à utiliser après un de vos jets de bruit, mettez le dé sur le résultat de votre choix, sauf silence et danger, donc vous êtes obligé quand même de faire de bruit, mais celui que vous voulez. À utiliser après un de vos jets de bruit, vous pouvez relancer le dé. Donc en fait toutes ces cartes mutation sont des trucs sympas. C'est-à-dire
que, ma foi, quand vous en aurez gagné une, vous pourrez l'utiliser en cours de partie. Alors vous n'avez pas le droit d'en gagner deux, hein. C'est-à-dire que quand vous avez gagné une, vous avez votre carte mutation pour la partie. Hein. Donc vous en choisissez une des deux, et maintenant vous l'avez. Alors quand vous la gagnez, vous la montrez pas aux autres joueurs, hein, vous secret. Et puis à un moment dans la partie, vous allez pouvoir l'utiliser et utiliser son pouvoir. Donc encore une fois, c'est en se faisant donc attaquer par ces faucheurs qu'on gagne là une carte mutation, mais aussi une blessure légère, mais aussi une carte contamination, mais en plus, lui maintenant, s'il revient, ça sera avec un jeton pour lui. Donc bon, c'est quand même pas très sympa. Il n'y a que ça de sympa. Comment est-ce qu'on utilise ces cartes ? Alors pour utiliser ces cartes, en fait, vous devez scanner une de vos cartes contamination. Alors si vous voulez gagner, on vous a attaqué, de toute façon vous en avez, mais une carte contamination que vous avez en main, bien sûr. Donc quand vous avez une carte contamination en main, vous allez pouvoir la scanner. Alors vous vous souvenez, il y a des lieux pour ça, ou des objets, des cartes qui vous permettent de scanner le repos par exemple, ça vous permet de scanner vos cartes contamination. Quand vous scannez votre carte contamination, ce qui va se passer, c'est qu'immédiatement vous allez pouvoir déclencher le pouvoir de votre carte mutation. C'est en faisant comme ça. Donc du coup, les cartes contamination ont un petit côté un peu sympa. Donc si votre carte est infectée, à ce moment-là, vous pouvez déclencher ce bonus-là immédiatement. Si la carte est non infectée, vous déclenchez ce bonus-là immédiatement, qui est un petit peu moins bien. En sachant que si la carte est infectée, vous la défaussez derrière. Donc vous l'avez virée de votre main. Bon, elle vous a servi, du coup, elle vous a pas trop pourri. Et si elle était non infectée, vous la défaussez, mais vous en rajoutez une autre que vous allez prendre sur le paquet contamination. Donc ça, c'est un petit peu moins bien. Par contre, comme vous avez fait ça, vous avez utilisé votre mutation, vous prenez immédiatement un cube mutation que vous mettez sur votre plateau joueur. Et attention, si vous en avez 3 et que vous devez en rajouter un 4e, vous êtes mort. Donc ça veut dire que vous allez utiliser ce pouvoir 3 fois maximum dans la partie, et peut-être moins ou 2 fois. Donc on l'utilise, mais pas trop, parce qu'on prend à chaque fois un cube mutation. Et n'oubliez pas que les cubes mutation, si vous dans la partie, vous allez pouvoir en gagner, ce n'est rien, c'est un chat. Dans la partie, vous allez pouvoir en gagner, mais si vous en gagnez et que vous n'avez pas de carte, vous ne gagnez pas le cube mutation. À la place, vous piochez 2 cartes mutation, vous en choisissez une et vous avez votre carte mutation pour toute la partie. J'ai un chat qui veut venir jouer à Nemesis, mais tu as vu la gueule qu'ils ont les chats quand ils jouent à Nemesis, je te le déconseille. Du coup, vous vous dites, bon peut-être que parfois je me ferai des scans de cartes mutation, comme dans le jeu de base, hein, tout simplement, mais je déclencherai pas ma mutation pour éviter de me prendre un cube. Oui, mais faites attention, si quand vous scannez une carte mutation sans déclencher votre carte... quand vous scannez une carte contamination sans déclencher votre carte mutation, si elle est infectée, vous devez prendre un cube. C'est comme ça que vous pouvez peut-être choper un cube sans avoir encore de carte mutation. Donc ça fait que si vous scannez une carte comme ça seulement, qu'elle est infectée, que vous n'avez pas de carte mutation, vous allez prendre une carte mutation. Et si vous scannez cette carte-là, que vous avez déjà une carte mutation, et qu'elle est infectée, hein, je répète bien sûr, vous prenez un cube mutation. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc ces cartes mutation, on va les avoir quand vous scannez, c'est infecté, vous n'avez pas de carte, au lieu de prendre un cube, vous prenez une carte. Quand vous faites attaquer par un faucheur, où là vous êtes obligé aussi d'en prendre une. Voilà comment on les attrape. Mais en tout cas, n'oubliez pas, quand vous scannez, vous prenez un petit cube comme ça, si c'est infecté, si vous avez déjà une carte mutation de personnage. En fait, c'est un peu le pendant des larves, c'est-à-dire que vos cartes mutation, contamination, pardon, quand vous les scannez, elles vous rapportent des cubes qui peuvent vous faire mourir, un peu comme les larves, qui peuvent vous faire mourir. Mais il y a le petit bonus de cette carte mutation qui vous permet, quand vous scannez, encore une fois, d'avoir une action qui triche avec les règles, donc c'est très bien, mais à utiliser vraiment quand vous en avez besoin, parce que vous chopez un de ces satanés cubes mutation, pour lesquels vous êtes encore une fois limité à 3. Bien, alors c'est tout. Là, lorsqu'ils nous attaquent, ils disparaissent, on les remplace par ceux-là, donc c'est comment ça continue à progresser comme ça. Alors, on va voir ça dans un instant. Vous allez voir, après la phase des joueurs, lorsqu'on rentre dans la phase d'événements, vous vous souvenez comment ça fonctionne, ils vont pouvoir manger. Et quand ils mangent, ils grandissent. Vous allez voir ça dans un instant. Mais juste avant de vous en parler, il faut savoir que la manière dont meurt quand on tue une de ces bestioles, donc quand on les attaque, là, si vous avez soit un faucheur, soit un écorcheur qui meurt parce que vous l'avez tué, il est tué, vous le sortez et puis vous mettez un jeton cadavre d'intrus à la place. N'oubliez pas de mettre les jetons cadavre d'intrus. Hein. Par contre, si vous avez tué le niveau supérieur, c'est-à-dire l'abomination ici, alors vous faites pareil, hein, vous la virez et puis vous mettez un cadavre d'intrus, mais par contre, vous mettez aussi un écorcheur à la place. Et ouais, c'est des trucs bizarres. Quand vous les tuez, ils arrivent à survivre sous une forme moins évoluée, on va dire. Et si vous tuez le boucher, lui, pareil, vous le dégagez, mais par contre, vous mettez à la place 2 écorcheurs. Donc, elle, 1, lui, 2 écorcheurs. Donc, lui, voilà, ce qui reste de lui après l'avoir dessoudé, ça fait des blobs et ça vous fait 2 écorcheurs. Donc, elle devient un écorcheur, lui devient 2 écorcheurs. Petite chose, le boucher, je vous ai déjà dit qu'il ne pouvait pas emprunter les corridors, hein. Donc je suis en train de chercher, hein, comme ce petit symbole-là. Mais autre chose, quand il est tué, c'est-à-dire qu'il ne reviendra plus. On vire son jeton du jeu, il ne vient qu'une fois, mais ça suffit amplement.
Et d'ailleurs, lorsque ces figurines du coup arrivent, vous voyez, petit à petit, que se passe-t-il sur ces cartes-là? Je vous dis que c'était pas la même chose. On avait en fait des cartes adaptation de Carnomorph. Enfin, en fait, on en met 3 ici. Et c'est écrit ici, regardez, hop, je vous le remets, écorcheur. Hein, donc on va mettre, je mets ce bonhomme-là. Abomination, je mets ce bonhomme-là et je mets boucher. Alors pourquoi je les mets dessus? On le fait comme ça, au côté du plateau, parce que la première fois qu'un écorcheur va débarquer sur le terrain, qu'on va tirer son jeton, c'est-à-dire qu'il y aura au moins un faucheur qui aura attaqué quelqu'un pour qu'on puisse mettre le jeton. Lui, il vient sur le terrain, immédiatement on retourne l'adaptation de Carnomorph. Et on regarde ce qu'il y a. Là, par exemple, la valeur de toutes les attaques surprises augmente de 1. Alors ça veut dire quoi? Parce que c'est pas très clair. Hein. On pourrait se dire, quand on se prend une attaque surprise, on se prend un dégât de plus. Non. Vous vous souvenez, les attaques surprises, on retourne les jetons. Et si on a moins de cartes en main que le chiffre indiqué sur le jeton, eh bien on se prend une attaque. Bon, et bien avec rapide, en fait, le chiffre qu'il y a sur le jeton, il prend plus 1. Donc en gros, on se prend des attaques surprises beaucoup plus souvent. Donc c'est un peu une vacherie. Et c'est là maintenant. Et pour virer ce bonus, eh bien, il va falloir ramener un cadavre de personnage, comme c'est indiqué ici, au laboratoire. Et on pourra virer ce bonus. Maintenant, ils ne le bénéficieront plus. Et la première fois que cette vacherie arrive, eh ben hop, on révèle ce bonus-là. Les Carnomorphes peuvent se déplacer à travers les portes fermées sans les détruire. Voilà. Et maintenant, ça sera ça. Et quand le boucher arrivera pour la première fois, on fait ça. Évidemment, ça concerne tous les Carnomorphes. Alors ça, c'est sur la nourriture, vous verrez. Donc, encore une fois, comme vous le voyez, à chaque fois qu'une bestiole arrive pour la première fois sur le terrain pour son type donné, en fait, tous les Carnomorphes vont avoir un bonus qu'on enlèvera en amenant donc cadavre de personnage, d'intrus ou œuf d'intrus au laboratoire pour analyse. C'est exactement, enfin c'est pas l'inverse, mais c'est plus méchant que dans le jeu de base où, je vous le répète, quand on va au labo, on découvre des faiblesses, donc on a des intrus d'un niveau normal, et puis boum, on leur met une faiblesse, là on a des intrus boostés, et il faut les remettre à la normale, quoi. Bien, mais si vous avez été attentif, vous avez vu comment E se transforme en E, vous avez vu comment E rétrograde quand on les tue, et lui rétrograde quand on le tue, mais comment lui devient elle devient lui. Puisque je vous ai dit que c'est le concept de ce jeu. Ce qui amène un bon côté crescendo qui avait déjà dans le premier jeu, mais d'une manière différente. En fait, ça, c'est parce que quand vous regardez l'aide de jeu des Carnomorphes, on n'est pas tout à fait dans la même phase. Alors voilà, vous avez la phase des joueurs habituels, avancer la piste temporelle en phase d'événements, c'est classique, et la piste d'autodestruction, comme d'habitude, attaque et nourriture des intrus. Ah, qu'est-ce que c'est et nourriture? Alors vous vous souvenez, là, les intrus qui sont dans la même salle qu'un personnage vont réaliser une attaque sur ce personnage. On va tirer une carte attaque d'intrus, bon, en l'occurrence, de Carnomorphes, qui marche toujours de la même manière, sauf que là, vous voyez, vous avez en haut, non, ça, pardon, c'est pour les déplacements, et c'est pour les points de vie, vous avez ici les figurines qui sont concernées par l'attaque d'intrus. Puisque je suis là, j'en profite, hein, juste quand on les attaque, vous voyez, c'est un petit peu différent maintenant, c'est-à-dire que vous tirez une carte comme ça, et en fonction de l'intrus que vous considérez, vous avez point de vie, ou retraite, ou point de vie, mais ça dépend de ce qui est écrit là. Je reviens ici, donc c'est attaque et nourriture des intrus. Et oui, lorsqu'un Carnomorphe n'est pas en combat et se trouve dans la même pièce qu'un corps lourd et ou un faucheur, il se nourrit. Qu'est-ce à dire? Donc je vous rappelle qu'un corps lourd, donc c'est soit un cadavre de personnage, soit un cadavre d'intrus, soit un œuf. Si vous avez un Carnomorphe, hein, quel qu'il soit, qui se retrouve dans une salle au moment où il y a la phase d'attaque d'intrus dont je viens de vous parler en phase événement, dans lequel il y a donc soit un œuf, soit un cadavre d'intrus, soit un cadavre de personnage, pardon, soit un faucheur aussi, la toute petite bestiole, eh bien ils se bouffent entre eux. Ils se bouffent entre eux. Alors ça, on va le faire dans quel ordre? Alors si vous avez plusieurs Carnomorphes dans une même salle, le boucher se nourrit en premier, puis l'abomination se nourrit, puis l'écorcheur, je parle des priorités, et enfin le faucheur. Oui, même le faucheur mange éventuellement d'autres faucheurs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir du moment où une bestiole en a mangé une autre, ou a mangé un œuf, ou a mangé un cadavre d'intrus, ou a mangé un cadavre de personnage, immédiatement, le faucheur qui est là, vous le remplaceriez par un écorcheur, l'écorcheur, vous le remplaceriez par une abomination, et l'abomination, vous la remplaceriez par le boucher. Et évidemment, s'ils étaient blessés, ils sont totalement guéris. Et vous virez le truc qui a été mangé. Alors, en sachant que si vous avez plusieurs nourritures possibles, hein, c'est-à-dire cadavres, œufs, etc., la première nourriture qu'on enlève, c'est-à-dire qui est mangée, parce qu'évidemment, comme c'est mangé, la nourriture, on la vire du plateau. La première nourriture qu'on enlève, c'est un cadavre rouge, c'est-à-dire un cadavre de personnage qui est mort pendant la partie. Sinon, ça sera les œufs d'intrus, qui seront aussi mangés avant les carcasses d'intrus, qui elles-mêmes seront mangées avant les faucheurs, et qui eux-mêmes seront mangés avant
le cadavre bleu, vous savez, c'est le cadavre qui est au tout début. Alors, le cadavre bleu, c'est ce qui est mangé en dernier quand il y a plusieurs nourritures dans une salle, parce qu'il y a une carte objectif qui dépend de ce cadavre bleu. Donc, s'il est mangé, par contre, cette carte objectif n'est plus faisable. Hein. Donc, il faut bien en avoir conscience. Donc, en fait, cette phase d'attaque d'intrus est très sympa, parce que si vous avez laissé des intrus avec quelque chose à manger, il va le bouffer et il va grandir un coup. Et même entre eux, hein, donc voilà, si dans une salle j'avais 2 faucheurs, par exemple, et qu'on est comme ça, et ben en gros je vire les 2 figurines de faucheurs, il y en a un qui a mangé l'autre, et je remplace les deux par une figurine d'écorcheur. Voilà, et si j'étais comme ça, on peut continuer longtemps, hop, je vire la figure de faucheur mangée par l'écorcheur, écorcheur qui devient abomination. Et ainsi de suite. Donc si vous respectez les règles que je viens de dire, vous verrez qui mange qui et dans quel ordre. Mais c'est très sympa, parce que du coup, si ils se retrouvent dans des salles comme ça, juste à la phase des événements, boum, 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 ça gonfle. Et donc dans ce jeu, au final, et c'est pour ça que je vous dis qu'on commence qu'avec des petits, mais d'une part, quand les petits nous attaquent, on met des jetons qui font sortir ces bestioles-là, et ensuite, en phase de nourriture, lors de la phase d'événement, ça va, on fait face après plus qu'à des bestioles de plus en plus grosse taille. D'ailleurs, les petits, au bout d'un moment de la partie, il n'y en a plus. Tout simplement. Donc c'est une mécanique de mutation génétique, thématique, avec en plus nos mutations à nous, qui est très sympa, et comme d'habitude dans ce jeu, ça amène une mécanique sympathique, ça amène du crescendo dans la difficulté, et ça amène énormément de thèmes. C'est très bien pour ce genre de jeu. Alors après, on se retrouve comme d'habitude avec les choses habituelles, hein, dégâts du feu, résolver un événement, et résolver le sac intrus. Alors là, on a des différences. Par contre, vous savez, le sac intrus, on va dans notre sac, là, et puis on va tirer un petit jeton, et puis voir le marqueur qu'il y a dessus. Alors, si on a un marqueur de faucheur, là, le premier, à ce moment-là, on va tous faire un jet de bruit, tout simplement, sauf ceux qui sont en combat. Ça, c'est comme la règle de base, et mettre un jeton de bruit, et éventuellement se prendre un intrus sur la tronche si le jet de bruit va faire du bruit dans un couloir où il y avait déjà du bruit. Et n'oubliez pas, comme on est en fin de manche et qu'on est en phase d'événement, généralement on n'a plus de cartes en main, donc en règle générale, derrière on se prend une attaque surprise. Donc c'est toujours pas sympathique. Mais souvenez-vous, ces jetons-là, on en a des bleus et des rouges dans le jeu Carnomorph. Et les bleus, c'est ce que je viens de vous dire, en fait un jet de bruit, par contre pas les rouges. Si vous tirez un rouge, et c'est les plus fréquents les rouges, hein, bien évidemment, à ce moment-là, vous devez placer un faucheur, c'est-à-dire les petites bêtes qui sont comme ça, dans chaque salle qui contient déjà un faucheur, même si c'est en combat, donc ça rajoute des faucheurs dans les salles, ou alors dans une salle où il y a un corps lourd, même s'il est transporté par un personnage. En gros, vous transportez un œuf et d'un coup, blop, blop, il éclot, quoi. S'il y a le nid, alors relisez bien la règle à chaque fois pour rien oublier, et s'il y a le nid qui est révélé mais qui n'est pas détruit, donc il reste encore des œufs dedans, puisque c'est quand on détruit tous les œufs que le nid est considéré comme détruit, si encore une fois il y a le nid, à ce moment-là, vous y placez aussi un faucheur. Et enfin, on remet toujours le jeton dans le sac. Donc ça veut dire que si vous tirez un faucheur rouge, vous allez avoir d'autres faucheurs qui, blam, vont apparaître partout. Là où il y a déjà des faucheurs, là où il y a des corps lourds, même portés par un joueur, surveillez-le bien, et dans le nid. Donc, ça explose quand on tire un jeton faucheur rouge, et il y en a 2 au début. Alors, le faucheur bleu, je vous dis, on fait juste un jet de dés, super, alors, pas tout à fait, j'ai oublié, excusez-moi, un jeton bleu, lui, il ne sera utilisé qu'une fois, parce qu'une fois qu'il est utilisé, on le sort du sac, mais on le remplace par un rouge. Donc une fois il nous aura fait qu'un jet de bruit entre guillemets, c'est plutôt sympa, ouais, on prend ce qu'on a, mais par contre le prochain coup il sera devenu rouge, donc ça sera des faucheurs partout. Donc ça c'est sympa, ça fait pulluler les petites bestioles qui elles-mêmes vont pouvoir muter, etc. Très sympa. Si on tire le jeton qui correspond à un écorcheur ou à une abomination, comme d'habitude là c'est juste tout simple, on jette le dé et on fait tous un jet de bruit. Le boucher par contre, si on tire ça, immédiatement on va placer le boucher, il va arriver en jeu dans une salle qui contient un personnage avec un marqueur slime. Vous vous souvenez, les marqueurs slime, c'est la truc tout gluant là qu'on chope dans la salle de slime. Bon si on a un qui a ça, pim, il se prend le boucher. Et si il y en a plusieurs qui ont du slime, c'est celui qui a le moins de cartes en main qui se prend le boucher. Et s'ils sont pareils avec le nombre de cartes en main, ce qui est possible en fin de manche, puisqu'on souvent n'en a plus, à ce moment-là, c'est le joueur qui est le plus près du joueur numéro 1 qui se prend le boucher. Et ça, c'est vraiment pas très sympa. Et encore moins sympa, il faut résoudre une rencontre. Donc en gros, il va vous attaquer, souvent vous n'avez plus de cartes, hein, donc vous devez résoudre une rencontre avec le boucher quand il arrive, donc vraiment, c'est pas terrible. Enfin, le jeton vierge, vous vous souvenez, celui où il n'y a rien écrit, comme d'habitude, on fait tous un jet de bruit, hein, ça c'est évident. Par contre, on va enlever tous les écorcheurs, là, toutes ces bestioles-là. Bon, par contre, on va remettre dans le sac autant de jetons écorcheurs qu'on en a retirés, hein, pour qu'ils puissent ressortir, bien sûr, mais on rajoute en plus un jeton faucheur dans le sac. Voilà, donc que des vacheries. Alors ça, c'est la phase événement, donc vous avez vu le coup de la nourriture qui les fait grandir, donc ça c'est tout à fait sympa, on les voit qui se bouffent les uns les autres, qui en plus peuvent retirer des jetons qui nous sont utiles, carcasse d'intrus, carcasse d'un personnage, les œufs, ça nous est utile, donc ça nous les retire parce qu'ils les bouffent. Et enfin, lorsqu'on tire du sac, vous avez vu, c'est sympa, avec les jetons faucheurs rouges qui nous les fait pulluler absolument partout, c'est rigolo, c'est une autre mécanique. Donc ça, c'est aussi la différence dans cette phase-là. Et enfin, on a une dernière différence, c'est le contrôle de contamination en fin de partie. Vous
vous vous souvenez, dans le jeu de base, on va regarder toutes les cartes contamination qu'on a en main, on va les scanner, si on a une infectée, on remélange toutes nos cartes contamination avec nos cartes action, on en tire 4, et si dedans il y a une carte contamination, on est mort. Donc même si on avait fait notre objectif et qu'on était revenu sur Terre, bim, on est mort parce qu'on est contaminé. Dans ce jeu-là, dans cette version-là, on va scanner nos cartes contamination, bon ça change pas. Par contre, si on a une carte contamination infectée, ou alors si on a une carte mutation. Donc c'est-à-dire que si vous avez une carte mutation que vous avez gagnée dans la partie, et ben peu importe que vos cartes contamination soient infectées ou pas, de toute façon la carte mutation fait que ce qui suit s'applique. Donc si vous avez une carte infectée ou si vous avez une carte mutation, immédiatement vous remélangez toutes vos cartes mutation dans votre deck action, vous mélangez vos cartes action, vous en tirez 4, de la même manière que dans le jeu de base. Par contre, vous allez cette fois mettre un marqueur mutation à chaque fois que vous tirez une carte contamination. Et la même règle, hein, si au bout d'un moment vous devez en mettre un et que vous arrivez à 4, ben, vous êtes mort et vous avez perdu bien évidemment. Voilà, c'est Carnomorph. Alors, il faut savoir que vous avez évidemment des petites adaptations à faire, c'est expliqué dans la règle, mais bon, c'est assez logique. Hein. Vous avez la carte objectif chasse royale où vous devez tuer la reine. Bon, bah là, c'est pas la reine, hein, c'est le boucher, vous avez bien compris. Biologie appliquée, où là, il va falloir au moins 2 adaptations de Carnomorph doivent être défaussées. Bah oui, vous vous doutez bien, vu que c'était des faiblesses qu'il fallait révéler, bah là, c'est l'inverse. Enfin, c'est assez évident. Ensuite, vous avez Ab Ovo, qui est une autre carte là où vous allez avoir l'adaptation liée à l'œuvre d'intrus qui doit être défaussée. Nécropsie, vous envoyez le signal, et l'adaptation liée à la carcasse d'un intrus doit être défaussée. Ben, je vous le dis très vite, vous regarderez au dos de la règle, mais bon, c'est évident, c'est juste des petits textes sur les objectifs qui sont pas parfaitement adaptés aux termes de Carnomorph, mais bon, ça s'explique très facilement et on comprend très bien ce qu'il faut faire avec les Carnomorphes. Voilà, c'était les Carnomorphes, donc moi je vous l'ai dit, on l'a joué, en fin de compte, nous on n'a pas été coop comme pendant une partie de la partie, mais on a perdu, hein, on n'y est pas arrivé. Alors après, on a été un peu chochotte, hein, on n'a pas pris assez de risques, donc je pense qu'on aurait dû prendre beaucoup plus de risques. Mais vous voyez, c'est une nouvelle mécanique, c'est bien sympa, avec ce système de cartes, du coup c'est plus difficile, et les voir muter comme ça, c'est vraiment très très rigolo. Donc voilà, et moi vous voyez, j'ai un chat, mais tout à fait normal, hein, il ne pourrait pas jouer dans Nemesis, et ça me convient très bien. Voilà, donc ça c'est les Carnomorphes. Allez, on va voir maintenant les semeurs de vide. Alors je n'ai pas essayé les semeurs de vide, j'ai pas essayé cette extension, mais néanmoins évidemment j'ai quand même un petit peu la règle et j'ai très envie de l'essayer pour tout vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les semeurs de vide, alors vous avez un plateau aussi intrus particulier. Alors au passage, j'ai pas vérifié, je sais pas si on peut jouer les intrus avec les semeurs de vide et les Carnomorphes comme on peut le faire avec la boîte de base, vous savez quand un joueur meurt. Ça me semblait pas possible. Donc, faudrait voir ça, j'ai pas la réponse à cette question, mais faudrait le voir. Donc, dans les semeurs de vide, alors, nous allons avoir des bestioles un peu différentes, avec les rôdeurs, enfin les rôdeurs, les ombres. Hop, je vous les montre quand même un petit peu correctement. Voilà. Les figurines sont toujours très sympas. Hein. Hop, ça me fait penser, je me reverrai bien Alien. Les chuchoteurs, hop, un petit peu plus gros, un petit peu plus balèze, que voilà. Hop. Le cauchemar. Alors je dis le, parce qu'il n'y en a qu'un. C'est aussi simple que ça. La chimère, que voilà la reine, hein, la plus méchante. Vous devez reconnaître un petit peu le King que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, le gros personnage qu'on peut mettre à la place de cette figurine dans le jeu si on le souhaite. Voilà, elle est bien vilaine. Hop. Et enfin, on a les antres. Alors, les antres, tu tiens pas debout, toi ? Ah, si, quand même. Les antres, ce sont ces petits pions que j'essaie de vous sortir. Et il y en a 3. Et ça, c'est très important. Les semeurs de vide, il y a un thème assez rigolo, assez sympa. Comme vous allez voir, en fait, on a des hallucinations. Alors, les antres, voilà, il y en a 3 dans le jeu. Ce sont ces petits jetons-là que vous voyez ici. Donc, en fait, les antres sont à l'origine d'hallucinations des joueurs. Et oui, donc nous allons halluciner, c'est des trucs psychiques. Les seules figurines en fait qui sont réelles dans le jeu, si on peut dire, c'est les antres qui existent vraiment et la chimère qui existe elle aussi vraiment. Ces 3-là, en fait, sont des hallucinations des joueurs. Alors c'est pas pour ça qu'ils vont pas vous attaquer, hein. Ils vont vous attaquer quand même, mais vous allez voir, du coup, il y a une petite mécanique sympa où en face des événements, s'il y a personne pour les voir, ben, ils disparaissent. Comme ce sont des hallucinations, donc on les enlève du plateau. Comme ce sont des hallucinations, s'il y a quelqu'un pour les voir, soit dans la même salle, soit une salle à côté, en face d'événements, ils ne disparaissent pas, quelqu'un les voit, enfin,
pense les voir. Par contre, quand ils sont tout seuls dans une salle avec personne autour, ni dans les salles adjacentes, ni dans la même salle, bah, eux, ils disparaissent. On les enlève du plateau. Bon, c'est pas aussi simple que ça, vous comprenez, mais voilà, ça, il y a déjà un petit thème. Je parle de ces trois-là, bien évidemment. Et en fait, on va quand même surtout essayer de détruire les antres, puisque vous avez bien compris, c'est ces trois choses-là qui sont à l'origine de toutes les hallucinations. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, la grosse bestiole, on ne peut pas la tuer. C'est-à-dire que vous verrez, si vous attaquez cette grosse bestiole, vous ne lui faites pas de dégâts. On va tirer une carte pour voir quand même, mais pour voir quoi? Uniquement si elle s'en va. Si elle est en retraite. Alors, ce qui peut vous arranger, parce que si elle s'en va, du coup, vous aurez un peu plus le coup des franches. Mais en tout cas, elle, on ne peut pas la tuer. Donc, pour la tuer, comment ça marche? Eh bien, il faut tuer les 3 antres qui arriveront en jeu. Donc, si on tue les 3 antres, on considère que la chimère est tuée et ne peut pas revenir en jeu. Donc ça va être ça qu'on va pouvoir vraiment tuer. Ça, on va pouvoir les attaquer pour se les dégager, parce que parfois ils nous gênent, mais en fait on hallucine un petit peu. Et d'ailleurs, dans ce jeu, vous allez avoir des cartes nouvelles qui sont... Hop, je vais vous les montrer ici. Je vais y arriver. Tac. Comme dans Carnomorph, tout un tas pour remplacer les cartes de base. Alors, on a attaque de Summer, évidemment, vous comprenez, comme les Carnomorph, on va avoir des attaques un peu particulières, qui ne sont pas les attaques des intrus du jeu de base. Ensuite, les événements, bah, évidemment, on a un nouveau thème, un nouveau mode de fonctionnement, donc les événements, comme pour les Carnomorph, eh ben, seront différents du jeu de base. Et on a les cartes panique. Alors ça, c'est les aides de jeu. Comme pour les Carnomorph, on va avoir des aides de jeu particulières. Les cartes panique, en fait, ce sont des choses qui vont nous arriver parce qu'on devient fou. Comme je vous ai dit, on va pouvoir devenir fou, on va perdre la raison. Alors, les cartes panique, c'est pas très sympa ce que ça nous fait faire. Bon, par contre, contrairement au Carnomorph, on retrouve les points faibles hein, de Summer. Alors, évidemment, c'est pas les mêmes points faibles que dans le jeu de base. Et on va mettre 3 points faibles. Il va falloir aller au laboratoire avec un œuf d'intrus, carcasse d'intrus ou niveau de folie pour pouvoir révéler un point faible. Alors, niveau de folie, parce qu'autant carcasse d'intrus et œuf d'intrus, vous avez bien compris, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, chaque joueur, hein, il y en a 5 parce qu'on peut jouer à 5, chaque joueur a cette petite piste devant lui. On met un marqueur node, vous savez, les transparents là-dessus. Et en fait, on va monter comme ça en niveau de folie en fonction de ce qui nous arrive. Vous allez voir ça dans un instant. Alors vous voyez, vous avez double flèche. Pourquoi? Parce que vous pouvez redescendre là. Niveau 1, niveau 2, vous pouvez vous calmer un peu. Par contre, vous voyez, vous avez simple flèche. Ça veut dire que si vous avez atteint le niveau 3 de folie, vous ne redescendrez plus jamais au niveau 2. Vous pourrez juste 4, 5, 4, 3. Donc c'est tout. Mais tant que vous n'avez pas atteint le niveau 3, vous pouvez redescendre au niveau 1 de folie. Alors ça, vous allez voir, c'est très sympa au niveau de la mécanique pour les apparitions des monstres. Vous commencez à comprendre. Mais un point important à comprendre, si vous êtes en niveau 5 de folie, au maximum, et que vous devez encore monter votre folie, vous êtes mort. En gros, vous êtes devenu tellement taré que vous êtes suicidé. Donc vous êtes mort. Donc il ne faut pas dépasser le niveau 5 de folie, sinon on meurt. Alors, à quoi sert exactement ce niveau de folie, mis à part vous faire mourir? Eh bien, en fait, lorsque vous faites une rencontre, où vous devez tirer un jeton, comme ça, du sachet, vous tirez le jeton. Mais en fait, le symbole qui est ici, on s'en fout. Avec les semeurs de vide. Vous regarderez juste le chiffre derrière pour savoir si vous prenez une attaque surprise ou pas. Vous savez, là, avec ce jeton-là, si vous avez moins de cartes en main, vous prenez une attaque surprise quand le semeur de vide, du coup, arrive dans votre salle. Pourquoi on s'en fout de ça? Parce que quand vous faites une rencontre, en fait, on va regarder votre niveau de folie. Et vous allez faire apparaître une bestiole qui correspond à votre niveau de folie. Alors 2, 3 c'est la même chose, hein, c'est les intermédiaires, là, c'est ceux-là, mais par contre vous ne pouvez pas revenir. Donc évidemment, plus il y en a qui deviennent fous, plus ils font arriver dans le vaisseau des bestioles de plus en plus grosses. Donc ça c'est sympa, nouvelle mécanique. Quand on fait apparaître une bestiole, ça dépend de chacun pour voir la bestiole qui va apparaître. Donc ça, c'est très bien. Première chose, l'attaque surprise, bah, à nouveau, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre une attaque surprise si vous avez moins de cartes que le jeton, mais ça ne se déroule pas comme dans le jeu de base. Une attaque surprise dans le jeu de base, bah, vous prenez une attaque d'intrus, bim, des blessures, des machins, des trucs. Là, non, si vous prenez une attaque, vous devez tirer une carte panique, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pas que, bien évidemment, comme vous prenez une attaque d'intrus, vous vous tapez en plus une carte contamination. Hein, vous savez les cartes qu'on a dans le jeu, que ce soit de base, Carnomorph ou Némésis. Donc vous prenez votre carte contamination, super. Mais en plus une carte panique. Alors la carte panique, c'est simplement que vous êtes pas très bien et vous risquez de faire des choses pas normales, tout simplement. Alors vous voyez, il y a un chiffre en haut. Alors ça c'est très important parce que quand vous tirez une carte panique, vous allez regarder si votre niveau de folie est au moins égal à la valeur du chiffre qui est en haut de la carte. Si vous avez un niveau de folie qui est au moins égal ou supérieur à ce niveau-là, à ce moment-là, vous allez résoudre l'effet de la carte.
Mais sachez une chose, comme c'est une carte dont vous résolvez un effet, s'il y a un autre joueur avec vous dans la salle et qu'il a la carte interruption, vous vous souvenez, on l'a tous, c'est une carte qui permet d'empêcher un joueur de faire quelque chose. Et bien, quand vous tirez une carte panique, si encore une fois vous avez un niveau de folie égal ou supérieur à ce qui est écrit là, et ben le joueur qui est avec vous dans la même salle peut tout à fait jouer sa carte interruption pour vous empêcher de déclencher votre coup de folie. Alors évidemment ça l'intéresse, vous allez voir pourquoi. Il se peut que vous ne réalisiez pas l'action qui est là. Dans quel cas, si vous avez un niveau de folie qui est inférieur à ce qui est indiqué ici, bien sûr, ou si c'est pas possible. Parfois, il y a des actions qui sont demandées, puis vous pouvez pas le faire dans cette salle. Si c'est le cas, c'est-à-dire que vous pouvez pas, soit pas faire l'action, soit vous avez un niveau de folie inférieur, bon la carte, tant pis, vous la réalisez pas, enfin tant mieux pour vous, mais par contre, vous montez votre folie de 1 niveau. Ouais, donc c'est quand même pas terrible. Et les cartes, panique, vous voyez, pyromancie, placez un marqueur de feu dans la salle, si elle n'en comporte aucun, donc là, vous êtes devenu fou, vous foutez le feu partout, hallucination, défaussez tous les marqueurs munitions d'une de vos armes, vous devenez un peu taré, vous videz votre chargeur sur des choses qui n'existent pas. Désespoir, piochez 3 de vos cartes actions, retirez-en une du jeu, sauf contamination bien sûr, et défaussez les autres. Que des vacheries quand même, hein, ces cartes folie. Donc, panique, pardon. Donc ça, c'est les cartes panique, comme je viens de vous dire, vous en prenez une notamment lorsque vous prenez une attaque surprise, quand vous sortez une bestiole, et comme je vous l'ai dit, vous sortez une bestiole en fonction de votre niveau de folie. Mais je le répète, la carte panique peut être interrompue par la carte interruption d'un autre joueur, donc peut-être qu'on va suivre un petit peu plus, enfin tout dépend, hein. Si vous voulez que l'autre joueur meure, même ma foi, qu'il foute le feu à la salle où il est, c'est pas si mal. Donc, quand vous tirez, faites une rencontre que vous tirez, vous allez prendre une bestiole en fonction de votre folie, et puis si elle vous fait une attaque surprise, ça sera via la panique. Mais il y a d'autres jetons. Alors il y a le jeton vierge, bien sûr, comme dans chaque jeu. Là, si vous tirez le jeton vierge, vous allez mettre un petit jeton bruit dans chaque couloir qui est autour de vous. Mais il y a aussi des jetons folie à la couleur des joueurs, que je vous montre là, des nouveaux jetons. Alors si vous tirez un jeton folie, alors quand c'est sur une rencontre, on se fout de la couleur du joueur, en l'occurrence, ça n'a absolument pas d'importance. Déjà, vous allez mettre un marqueur bruit dans chaque couloir et conduit qui est relié à votre salle. Ensuite, alors, vous dites, ah mais si ça en fait 2, ben non, c'est pas possible parce que vous venez de tous les retirer. Vous vous souvenez, quand vous faites une rencontre, vous retirez tous les jetons bruit qui est autour de votre salle. Hein. Ensuite, on résout une carte panique. Donc en gros, comme si on se prenait une attaque par un Gugus. Et après, on remet toujours le jeton dans le sac, mais ça, c'est comme d'habitude. Donc les jetons folie, quand on les tire lors de rencontre, ça nous fait aussi une carte panique. Alors, maintenant, un peu les particularités de toutes ces figurines dans les semeurs de vide. Alors déjà, quand on les attaque. Alors quand on les attaque, si vous attaquez une petite, comme ça, hein, la plus petite, qui sont les ombres, vous tirez 2 cartes, vous vous souvenez, avec la tache de sang en haut à gauche, vous prenez la plus petite valeur, et ce sont ses points de vie. Donc s'il a plus de... Enfin, si vous avez fait au moins cette valeur-là, pouf, il dégage, il est mort. Si vous attaquez une bestiole comme ça, dont j'ai oublié le nom, qui sont les chuchoteurs. Si vous attaquez une bestiole comme ça, là c'est classique, vous tirez une carte et puis vous regardez en haut à gauche la valeur. Les cartes, chaque fois j'oublie ce que c'est, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Hein. Vous voyez, là par exemple, il a 4 points de vie. Et là, vous vous souvenez, il fait une retraite. Donc ça, vous en tirez une, vous regardez la valeur, là vous en tirez 2, la plus petite valeur. Là, vous avez bien compris, le cauchemar qui est un peu plus balèze, vous tirez 2 cartes, vous prenez la plus haute valeur. Par contre, ce sont ses points de vie. La chimère, quand vous l'attaquez, je vous l'ai dit, la chimère, vous pouvez pas la détruire, il faut détruire les antres pour pouvoir la détruire. La chimère, vous tirez quand même une carte. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire une retraite. Donc on se fout des points de vie, vous la tuerez pas. D'ailleurs, c'est même pas la peine de lui mettre des jetons blessures. Par contre, si avec un peu de chance, vous tirez une carte avec ce symbole-là, elle se barre. Donc au moins, elle vous laisse un peu en paix. Donc ça peut valoir le coup de l'attaquer, juste en croisant les doigts que l'on tire une carte et qu'elle fasse retraite, qu'elle prenne peur. Donc voilà comment on peut attaquer et tuer cela. Donc c'est un petit peu différent de d'habitude. Et les antres, ça c'est le cœur du jeu. C'est elles qui ont envahi notre vaisseau et qui nous balancent des hallucinations. Et elles, en gros, c'est la mère des antres, on va dire. Et si on détruit les 3 antres, alors regardez, vous avez 3 emplacements pour mettre les antres qu'on détruit sur le plateau semeur, et la chimère, elle dégage du jeu. Comment les antres arrivent en jeu, puisqu'elles ne sont pas du tout sur ces symboles-là. Alors déjà, la première chose, il faut retirer, vous vous souvenez, les jetons exploration, hein, qu'on a sur les tuiles sales, pardon. Lorsqu'on arrive, il faut retirer le jeton slime, les 2 jetons slime, pardon, ainsi que les 2 jetons silence. C'est les jetons où il ne se passe rien quand on retourne. Alors, il n'y a pas de salle de slime, d'ailleurs, dans ce jeu. C'est-à-dire que vous allez virer la salle de slime, il n'y aura pas de slime. Ensuite, donc vous allez retirer 4 jetons, vous mettez ces 3-là, qui vont forcément être tirés, hein. Il faut qu'ils soient tirés, il faut qu'ils soient mis. Et ces 3-là, regardez, ce sont des jetons sur lesquels il y a, comme d'habitude, le nombre d'objets dans la salle. Mais en plus, ça vous dit qu'il va falloir poser immédiatement une encre dans la salle dans laquelle vous venez de rentrer. Donc ça, c'est 3 nouveaux jetons, c'est avec ça que les antres arrivent. En sachant qu'on va placer un peu plus de ces jetons que d'habitude, parce qu'on va en mettre sur les salles moteurs. Normalement, il n'y a pas de jetons comme ça sur les salles moteurs. Là, il y en a.
Donc en gros, c'est pour pouvoir faire venir les antres dans les moteurs, éventuellement, dans les salles moteurs. Par contre, évidemment, si vous retournez un jeton entre, ou n'importe lequel d'ailleurs, hein, dans la salle moteur, vous appliquez ce qu'il y aura écrit là, mais par contre pas les objets, parce qu'il n'y a jamais d'objets dans les salles moteurs, contrairement aux autres salles. Donc voilà comment ils arrivent, ma foi, avec ces surprises-là. Et n'oubliez pas, il n'y a plus de slime dans cette partie avec les semeurs. Vous verrez ce jeton-là, et vous verrez aussi la salle slime. Donc si ça vous arrive, évidemment vous êtes considéré en combat, c'est-à-dire que vous pouvez ne faire plus qu'une chose, c'est fuir ou attaquer l'antre, vous pouvez pas faire autrement. Si vous attaquez l'antre, ça marche comme pour le plus gros là, c'est-à-dire que vous tirez 2 cartes avec les points de vie marqués, vous prenez la plus haute valeur des points de vie. En sachant que si vous avez un symbole retraite qui est apparu, à ce moment-là, en gros vous faites 0 dégâts à la bestiole. Pardon, vous ne faites pas 0 dégâts à la bestiole, excusez-moi. Vous faites les dégâts que vous avez faits, mais par contre, elle ne meurt pas. Vous ne l'avez pas tuée. Par contre, on peut détruire une antre avec le système de dépressurisation. Et comme toujours, si on a détruit l'antre, on place une carcasse d'intrus qui peut nous être utile. Mais l'antre vous fait une petite chose un peu particulière. Si vous êtes dans une salle avec une antre, à la fin de chacun de votre tour, j'ai bien dit les tours, hein, donc à chaque fois que vous jouez, à la fin de chaque tour, vous êtes obligé de faire un jet de bruit. Alors c'est thématique, l'antre c'est ce qui nous rend fous. Donc vous augmentez en restant à côté d'elle le risque de voir apparaître des bestioles parce que vous hallucinez complètement. Donc l'antre, voilà son malus. Si vous êtes avec elle dans une salle, à la fin de votre tour, jet de bruit, jet de bruit, jet de bruit. Et donc potentiellement des bestioles qui se mettent à apparaître. Et vous remarquerez que c'est le seul cas où vous allez faire des jets de bruit alors que vous êtes en combat, parce que normalement quand on est en combat, on fait pas de jet de bruit, on a déjà à faire, ça suffit. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit, si on détruit les 3 antres, la chimère ne peut plus rentrer en jeu, on considère qu'elle est morte, et si elle est en jeu, elle dégage parce qu'elle est morte. Bien, donc les antres sont un peu particulières, nous font apparaître des trucs si on reste avec elle, la chimère un peu particulière, on peut pas la tuer, il faut détruire les antres. Eux, je vous ai expliqué, donc tout marche avec les cartes paniques, ce qui est tout à fait sympa, thématique, et amène vraiment un renouvellement dans le jeu. Mais je vous ai dit qu'ils ont des particularités, ces 3-là, ce sont des hallucinations. Et ça, on va le retrouver dans la phase des événements. C'est pour ça qu'il y a une l'aide de jeu, spécifique avec la phase des événements. Si vous regardez, on avance la piste temporelle, attaque des semeurs, dégâts de feu, résolvez une carte événement, tout ça c'est que du classique, habituel, mais il y a dissimulation. Après, il y a résolver le sac d'intrus, bon ça on va voir un peu, mais comme d'habitude on résout. Et dissimulation, c'est vous expliquer derrière, ainsi que ce qui se passe en cas quand on prend un sac d'intrus. Que se passe-t-il? Si vous avez dans cette phase de dissimulation un intrus qui est dans la même salle qu'un joueur ou dans une salle adjacente, il ne se passe rien. En gros, le personnage croit voir cette bestiole-là, donc elle reste là. Par contre, s'il n'y a aucun personnage avec l'intrus, avec le semeur, et s'il n'y a aucun personnage dans une salle reliée par un couloir à la salle où est le semeur, on enlève la figurine. Et oui, c'est une hallucination. Donc, elle sort évidemment du jeu. Alors elle sort du jeu, mais on remet un jeton dans le sac, parce qu'évidemment on ne diminue pas le nombre de bestioles. Hein. Donc on remet un jeton dans le sac, peu importe lequel, on le met au hasard. Hein. Vous savez que tout dépendra de notre piste pour savoir quelle est la bestiole qui nous sautera dessus. Mais par contre, on rajoute un jeton bruit dans toutes les salles, dans tous les couloirs, excusez-moi, autour de la salle d'où on a viré la bestiole. Sauf évidemment les couloirs, il y en a déjà un. Donc en gros, la bestiole disparaît, mais par contre le risque d'halluciner dans cette salle est beaucoup plus élevé, enfin il est quasiment sûr, du coup maintenant, quand on y reviendra. Donc on met un jeton bruit dans tous les couloirs. Donc ça, c'est la particularité de la phase de dissimulation, qui est aussi quelque chose de très sympa. C'est très thématique, et puis ça nous met une grosse pression, parce que quand il y a des jetons de bruit partout, c'est la catastrophe. C'est thématique, on hallucine de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors pour ce qui est du sac intrus, quand on pioche dedans, alors si on pioche un jeton semeur de vide, hein, ces jetons-là, qui sont classiques, à ce moment-là, on va tous résoudre un jet de bruit hein, dans l'ordre du tour, comme toujours, sauf ceux qui sont en combat ou avec une antre, enfin ils sont en combat. Ça c'est du classique, donc on fait un jet de bruit. Si on pioche un jeton folie, et ben le joueur dont c'est la couleur, alors tout à l'heure on s'en foutait, mais là on s'en fout pas, doit résoudre une carte panique. Je trouve ça assez rigolo. À mon avis, en jeu, ça doit être rigolo quand ça sort et qu'un petit copain ou vous-même, tiens, tu prends une carte panique. N'oubliez pas qu'on peut interrompre la carte panique si on est dans la même salle de joueurs, si on a encore la carte d'interruption dans la main. Donc dans ce jeu, peut-être que ça vaut le coup de garder la carte d'interruption dans votre main quand vous avez fini votre manche. Oh, et si vous êtes avec quelqu'un, bien évidemment, pour interrompre son action s'il doit prendre une carte panique. Si on tire le jeton vierge, on rajoute juste un jeton semeur de vide dans le sac, s'il en reste, bien évidemment. Voilà, évidemment, comme pour les carnomorphes, il y a une petite modification pour les contrôles de contamination en fin de partie. Cette fois, on va regarder combien vous avez de cartes contamination en fin de partie, et pour chaque carte contamination, vous montez de 1 en folie. Bon, si vous atteignez 5, c'est pas grave, vous mourrez pas si vous avez encore des cartes contamination. Par contre, une fois qu'on a fait ça pour tous les joueurs, on regarde tous les joueurs qui sont
au niveau 5 en folie. Et pour tous ces joueurs, eh ben on refait la même chose, on remélange tout, nos cartes actions et les cartes contamination, on en pioche 4, et s'il y a au moins une carte contamination, on est mort. Même si on est arrivé sur Terre et qu'on a fait notre objectif, c'est terminé, on a perdu. Voilà, c'est les Summers, ça me plaît beaucoup. Alors il faut savoir qu'évidemment il y a pas mal de modifications en fonction des cartes et des salles, vu la mécanique de fonctionnement. Alors les choses importantes, par exemple, comme il n'y a plus de salles de slime, il n'y a plus de slime, les douches semblent servir à rien puisqu'elles servaient à vous virer le jeton slime. Ben en fait si, et en fait ce que je vais vous dire maintenant, c'est comme ça qu'on peut faire diminuer sa folie. Ben oui, vous vous souvenez, je vous ai dit, bon, on peut pas passer de 3 à 2, mais par contre les autres niveaux on peut baisser. Et j'ai pas encore dit comment on pouvait baisser. Et ben si vous allez dans les douches, vous pouvez diminuer votre niveau de folie et ou, à chaque fois c'est et ou, scanner des cartes contamination. Et du coup, vous pensez au repos, bah là c'est pareil, sur le repos, vous allez pouvoir baisser votre niveau de folie, alors de 1 seulement, pas de plus, et ou scanner les cartes contamination. Et c'est pareil à la cantine. C'est-à-dire qu'à la cantine, en plus de pouvoir vous soigner une blessure légère, on peut utiliser son action pour diminuer son niveau de folie et ou scanner une carte contamination. Le bloc opératoire, qui normalement vous permet de retirer une larve, ben là c'est simple, il vous permet de réduire votre niveau de folie à 3. Alors par contre, vous ne pouvez pas les réduire moins, hein, donc si vous êtes là, ça sert à rien. Mais si vous êtes monté à 5, vous allez au bloc opératoire, boum, vous repassez à 3. Donc c'est quand même tout de suite plus sympa. En sachant que le laboratoire, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure du coup, c'est pour la carte point faible summer niveau de folie. En fait, si vous faites l'action du laboratoire avec un personnage dans le laboratoire, vous ou un autre, qui a au moins un niveau de folie de 3, eh ben vous découvrez ce point faible. Voilà, c'est la petite différence par rapport aux autres manières de jouer. De même, on va se retrouver avec des cartes particulières. L'antidote, lui, il vous permet, hop, de réduire de la même manière votre niveau de folie à 3. Les vêtements, bah, du coup, il n'y a pas de slime, donc il joue plus du tout sur le slime. Néanmoins, on peut toujours utiliser les vêtements pour penser nos blessures graves, hein, puisqu'il y avait des effets possibles. Et je termine par un petit truc un peu moins sympa, c'est quand vous scannez vos cartes contamination, et ben si vous êtes infecté, ça vous envoie directement au niveau 5 de folie. Ouais, donc si vous scannez, pof, niveau 5 de folie, si vous êtes infecté. Voilà, c'était les petites particularités que je vous sorte un peu toutes comme ça, là, sur la fin. Bon, après, c'est dans les règles, vous pouvez y retourner. Voilà, c'est les Summers de vide. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais en fait, je regrette presque. Je me demande, j'aurais pas préféré jouer à celle-là, donc du coup, je vais rejouer. J'aime bien cette mécanique vraiment très originale, avec ces hallucinations qui disparaissent, mais qui mettent du bruit, les cartes paniques hyper thématiques, où tout d'un coup, vous allez faire un truc terrible dans une salle. Alors, du coup, ça devient très cinématographique, jeu d'aventure. Hein. On est très très loin du jeu expert, puisque bah, c'est le hasard complet, hein, évidemment, qui va vous faire une vacherie. Mais bon, bah, vous le savez, hein, de toute manière, donc vous vous doutez bien que vous allez avoir ce genre de vacherie qui va vous tomber dessus, en sachant qu'on n'oubliez pas, on peut les interrompre. Hein, donc il faut vraiment pas oublier ce petit point de règle. Mais j'aime bien l'ambiance que ça doit créer dans le jeu, est vraiment très différente. C'est ce que j'apprécie dans ces extensions-là, c'est que Carnomorph ou Summer de Vide amènent des ambiances différentes dans le jeu par rapport aux intrus. Et c'est pas pour ça qu'on va pas rejouer avec les intrus de base, hein, mais ça permet vraiment d'avoir 3 choses différentes. Donc je trouve ça très bien pour le renouvellement du jeu. Nemesis, qui reste donc un jeu d'aventure cinématographique, ludique, plein de hasard comme tout jeu, ce type de jeu-là. Donc évidemment, si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est que vous aimez bien ce genre de jeu, que vous n'êtes pas juste jeu expert, jeu expert, jeu expert. Je vais pas vous critiquer si vous l'êtes, hein, c'est ce que je préfère. Voilà, mais en tout cas, ce sont des extensions que je conseille vivement. Évidemment, les chats, là, c'est vraiment si vous êtes passionné, si vous êtes collectionneur. Les Kings, c'est pas indispensable, mais si vous voulez avoir plein de figurines jolies, changer un petit peu les figurines, être trucs plus impressionnants, vous pourrez toujours les prendre. Par contre, l'amélioration terrain, moi je trouve ça bien quand même, hein, avoir des grosses portes là, des grosses navettes, des vrais œufs, etc. C'est quand même très sympa. Voilà, c'était les extensions de Nemesis. Je les conseille comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, et j'ai plus qu'à vous dire bon jeu.